dream, yours and mine, euphoria. Hide and seek, reason and rhyme, grand and glorious. Living the dream, yours and mine, euphoria. Stone and feather move outside your head. Now or never, strong in every step. Give me a sign, hitting the mark. Take to the sky, chasing the stars. Open your eyes, watching afar. Waiting to fly, this is the start. Bonjour à tous, bienvenue dans notre première leçon, le monde des variables sur Python et C# en utilisant Microsoft Learn. Donc c'est ça notre plateforme. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce que nous allons étudier tout au long de ces mois. Et aujourd'hui, nous commençons par le monde des variables. C'est notre première leçon en dehors de l'introduction que nous avons faite la fois dernière. Donc, le monde des variables, nous allons le présenter avec Jemima, Chilobo, Erzin, Tambwe, Albert, Andemir, Irenge, que je suis moi-même. Microsoft Student partenaire de l'Afrique centrale. Et tout de suite, nous allons passer à l'essentiel et Jemima va commencer directement par nous présenter les variables en Python. Bonjour, je m'appelle Jemima. Voilà, nous allons passer au programme du jour qui s'appelle variable. Aujourd'hui, nous allons parler en long et en large et en plus bref de que signifie une variable, pourquoi une variable, comment une variable et comment cela fonctionne. Voilà, nous allons automatiquement créer un fichier que nous allons appeler variable.py. Voilà. Rapidement, je vais vous donner la définition, vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable est une zone du mémoire dans laquelle on affecte une valeur. Prenons un exemple. Je prends x, voilà, x égale 5. Je prends y égale 5.1. c égale bonjour le monde. Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire à cet instant précis? C'est que je viens d'affecter la valeur bonjour le monde à la variable c. Je viens d'affecter la valeur 5.1 à la variable y. Je viens d'affecter la valeur 5 à la variable x. C'est un peu ça. C'est lorsque dans une zone mémoire, on affecte, on y stocke une valeur. Qui peut être 5, qui peut être 5.1, qui peut être 13, qui peut être n'importe quel chiffre ou quelle lettre. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, j'utilise déjà le mot affecter. Mais c'est quoi l'affectation? L'affectation, c'est le fait d'assigner une valeur à une variable à partir du symbole qui est égal. Comme vous pouvez le voir là, qu'est-ce que je fais? J'assigne la valeur 5 à la variable x. J'assigne la valeur 5.1 à la variable y, j'assigne la valeur bonjour le monde à la variable c. Ok, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on parle maintenant d'une fonction qui est importante? Mais avant de parler de cette fonction, j'aimerais bien qu'on puisse rentrer
au tout début et parler de quelques normes à respecter en Python. Parce que quand nous allons déclarer le nom, ok, le nom de la variable égale valeur. Égale valeur. Voilà, j'y arrive. Égale valeur. Qu'est-ce que je viens de faire? Ce qu'il faut savoir par rapport à Python, c'est que il y a quelques normes à respecter pour que la valeur soit acceptée en Python. Et quelles sont les normes à respecter en fait? C'est que le nom de la variable peut être composé des lettres majuscules, comme par exemple mon âge égale prénom 20 ans. Ok? Il peut être composé de lettres majuscules et minuscules, comme dans cet exemple là, de cette variable. Il peut être des lettres majuscules, minuscules, peut être composé de lettres, des chiffres, comme mon adresse, mon adresse 1 égale 20. Ok? Il peut être mis par des underscores que vous pouvez voir là directement, que je mettais déjà à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle underscore. Ça fait partie de la manière de composer une variable. Ça peut respecter ces conditions. La deuxième condition, c'est que la variable ne peut pas commencer par un chiffre. Il y aura erreur. Si je mets 1 et 100, vous voyez déjà qu'il y a erreur. Je mets 4. Donc, la variable ne peut pas commencer par un chiffre. La variable ne peut pas commencer par un chiffre, oui. Et il y a quelque chose qui est important par rapport à Python, c'est que Python est sensible à la casse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand par exemple j'écris mon âge égale 20, c'est très différent de quand j'écris mon âge, comme ça, mon âge avec un underscore, égale 25. Ok? C'est encore très différent quand j'écris mon âge égale 30. Ces trois variables sont très différentes. Et pour bien vous faire comprendre ça, on va passer par un petit principe qu'on appelle pas un principe mais une fonction pour parvenir à voir tout ce qui se passe ici, pour parvenir à afficher tout ce qui se passe ici. Nous allons parler de la fonction print. Qu'est-ce que print? Print est une fonction dans laquelle on peut y stocker des variables. Donc print affiche l'argument qu'on lui passe en paramètre. Pour bien comprendre, on va passer par un exemple. Par exemple, print égale mon âge. Ok, prénom c'est âge ici. Pour vous faire voir que c'est très différent, je vais faire encore print mon âge, pour vous faire voir que c'est différent. On va essayer de compiler ce code. Ça traîne un peu. Il traîne un peu. Attendez. Voilà. Vous voyez, on nous donne 30, on nous donne 20. Parce que quand vous essayez de regarder, il y a mon âge où il y a 20, il y a mon âge où il y a 30. Or, c'est le même âge, juste que
Python, comme vous avez écrit mon âge avec un grand A et mon âge avec un underscore, c'est le même mon âge, mais comme il est sensible à la casse, ça veut dire que les valeurs que vous mettez, si vous mettez dans une variable une lettre majuscule ou un underscore qui est différente de la première variable que vous avez écrite, automatiquement la variable que vous venez d'écrire est différente de la première écrite précédemment. Voilà. Et nous pouvons passer à un autre chapitre qui s'appelle l'affectation multiple et la permutation. Donc, nous avons vu nos variables, c'est bien beau, mais il y a une autre façon de voir tout ça, voilà, qu'on appelle l'affectation multiple. Donc, comme vous avez vu là, c'est que on affecte 5, la valeur 5 à la variable x, on affecte la valeur 5.1 à la variable y. On peut automatiquement affecter une valeur aux deux variables directement, comme je peux le montrer dans cet exemple. Je mets x égale, non pas x, prenons même a, égale b, égale 8. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est que je viens d'affecter automatiquement à a et à b la valeur 8. Si on peut bien le voir, on va tromper a et b. Pour voir la résolution rapidement. Voilà. Il est lent. Il est un peu lent, patientez. Voilà. Ça me donne la valeur 8,8. On peut, qu'est-ce que je viens de dire, c'est que on peut faire une affectation, une même action à deux variables à la fois. On peut faire plusieurs affectations. On peut affecter plusieurs valeurs à plusieurs variables à la fois. Par exemple, je prends A égale à B, égale à C, égale à D. Ok? Qu'est-ce que j'ai dit? A, virgule B, virgule C, virgule D, égale 13, virgule 4, virgule 7, virgule 27. Ok? On va essayer de printer pour simplement voir ce que je viens de faire. A, B, C, D. Voilà. C'est un peu long, patientez. Obligé de patienter. Voilà, ça affiche 13, ça affiche 4, ça affiche 7, ça affiche 27 pour dire que on peut faire une affectation multiple. Voilà, nous allons parler aussi d'un petit point qui se nomme permutation. Excusez-moi, permutation. Alors, on peut permuter les variables, les valeurs des variables. Un exemple simple, je vais prendre f
égale à 25. Ok. Je vais prendre G égale à 7. Qu'est-ce que je fais? Je fais F, virgule G égale à G, virgule F. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'appliquer la permutation. Donc, je peux faire un print. F. Je peux même écrire une phrase pour faire joli. La permutation vaut 2 points. Voilà. Puis, je mets ici G et F. On peut compiler. Voilà, la permutation égale, plutôt la permutation vaut 25 et 7. C'est là, pardon, c'est là. Vous pouvez bien voir. Or, au début, 25 c'était à F et 7 c'était à G. Donc voilà, on peut faire des permutations avec Python. Voilà, nous allons passer à un autre petit point, tout petit, qu'on appelle le type des données. Alors, c'est quoi un type de données? C'est le type qu'on affecte à une variable en fait. Alors, il existe en fait combien de types de données? Il existe 2 types de données en Python. Nous avons le type de données numérique et nous avons le type de données alphanumérique. On va pas aller très loin, on peut directement le voir dans cet exemple. C'est que nous avons dans les données numériques, nous avons les entiers, nous avons le type entier qui permet de représenter un nombre entier, qu'importe sa taille. Ça peut être 5, ça peut être 4780. Tous ces nombres ici ne forment qu'un entier. Et la variable que porte cette valeur sera que de type int qui signifie entier en anglais. Et nous avons encore dans le type numérique un deuxième type qui est le type décimal, qui permet de représenter un nombre comportant un chiffre décimal. Exemple 5.5.8, plutôt 5.1, il peut y avoir d'autres exemples qu'on appellera float, qui signifie décimal en français. Voilà. Nous avons aussi le type alphanumérique, vous pouvez déjà le deviner, il est là. Ok. Comme le type alphanumérique, nous avons ce qu'on appelle les chaînes de caractères, ok, qui est une séquence de caractères délimitée par des guillemets. Donc, une séquence de caractères délimitée par des guillemets, qui peut être des chiffres, des lettres, mais délimitée par des guillemets. On peut facilement survoler ici. En réalité, c'est un string. Alors, comment savoir que nous avons tel type de données pour telle variable précisée? Pour connaître ça, on va essayer d'effacer tout ça. On va faire quelque chose de simple. On va écrire print, le nom, le type, donc type, on met à l'intérieur de type la variable qui désigne, qui est porteur d'un type. Par exemple, prénom c'est par exemple. Alors on va compiler rapidement.
nous avons la classe str. On peut compiler, par exemple, on veut printer passé, on veut printer y. On va automatiquement nous dire que c'est un float. On peut aussi printer un x, un type x, et on va automatiquement nous dire que c'est un entier. Donc voilà, nous allons automatiquement, juste après cette petite démonstration, voilà, un peu plus rapidement. Nous avons le type float, comme nous pouvons le voir là. Ok. Donc on peut avoir le float, on peut avoir le int, on peut avoir le str qui est une chaîne de caractères. Voilà. En résumé, qu'est-ce que je peux dire d'abord sur tout ce que nous avons étudié, c'est que la bonne pratique pour nommer une variable, il faut éviter les mots-clés en Python. Et qu'est-ce qu'un mot-clé? Un mot-clé, ça peut être print. Un mot-clé, ça peut être input. Un mot-clé, un mot-clé, ça peut être int. Un mot-clé, ça peut être input. Un mot-clé, ça peut être float, ça peut être int, ça peut être str, string, ça peut être lambda. Il y a plusieurs mots-clés qu'il ne faut pas insérer à l'intérieur d'une variable. Ok. Comme je disais, ça peut être print, ça peut être int, ça peut être float, ça peut être input, ça peut être lambda, ça peut être del. Il y a plusieurs mots-clés en Python qui existent et qu'il ne faut pas utiliser pour ne pas avoir de bugs. Faut préciser, pour ne pas avoir de bugs ou pour ne pas avoir un résultat souhaité que vous voulez avoir dans votre code. À ne pas utiliser des caractères spéciaux comme nous avons remarqué. Et quels sont les caractères spéciaux? Nous avons les guillemets, nous avons les guillemets, les accents, toutes ces histoires qui ne doivent pas être utilisées dans une variable Python. Évitez des mots sans signification. Quand je parle de mots sans signification, c'est par exemple, comme nous sommes dans cet exemple ici, l'exemple, bon, elle a été effacée. Quand j'écris, par exemple, bonjour, bon, j'écris salutation. Je crée une variable qui s'appelle salutation, dans lequel je mets bonjour tout le monde. Bonjour le monde. Bon, j'aime trop cette phrase, finalement. Bonjour le monde. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est que je viens de créer une variable salutation dans laquelle on assigne une chaîne de caractères. Je peux pas mettre salutation. Dans salutation, je mets 5 plus 4 plus 3. Ça n'a pas de sens, même si à l'intérieur, les valeurs qui sont à l'intérieur sont correctes. Même si la notation est correcte, c'est que on doit définir les histoires de manière logique pour que même si quelqu'un d'autre prenait votre code puisse parvenir à savoir que fait cette variable exactement. Donc, pardon, il faut éviter les mots-clés en Python. Il ne faut pas utiliser des caractères spéciaux. Il faut éviter des mots sans signification. Il faut respecter les normes de notation de variables en Python. Une lettre minuscule, majuscule, mettre un underscore si possible, mettre des chiffres à l'intérieur, mais pas au début des variables.
c'est important. Donc voilà, nous allons passer à un autre petit point que nous appelons simplement les opérations Python. Les opérations en Python. Les opérations en Python. Comme opération Python, nous avons l'opération mathématique, nous avons l'opération de comparaison, nous avons l'opération logique. Dans l'opération mathématique, nous avons par exemple l'addition. Comment on additionne en Python? C'est par exemple l'exemple salutation qui n'a presque pas de sens. Je peux l'enlever. Voilà. Je vais l'enlever. Par exemple, nous avons A égale 5 plus 4. On vient d'additionner deux valeurs. On peut encore additionner, par exemple, B égale à A plus 8. C'est un exemple. 8,4. C'est un exemple. Alors, il peut y avoir l'addition, il peut y avoir la soustraction, comme C égale à B moins 3. Qu'est-ce que j'ai fait? B moins 3. Il peut y avoir la multiplication telle que D égale à 5 fois 8. Il peut y avoir l'exponentielle, exemple E, égale à 5 exposant 3. Ok? Il peut y avoir la division, exemple F égale 7 divisé par 2. Ok? Il peut y avoir le reste d'une division qu'on appelle modulo. Le modulo, c'est par exemple quand je mets G plutôt. G égale 8. J'y arrive. Pourcentage 3. Ce qui veut dire que la réponse à cette question n'est pas 2 virgule quelque chose, mais la réponse est le reste de la division, qui sera 8 moins 6 qui est égal à 2, c'est le reste qui donne la réponse. Donc à ces niveaux ici, la réponse est égale à 2. Ok? Nous avons le quotient. Le quotient, c'est par exemple quand je mets prénom H qui est égal à 10 divisé par 3. Ici, la réponse, qu'est-ce que ça sera? La réponse, ça sera le nombre, donc l'entier, sans prendre en compte la partie décimale. Ça ne prendra que la partie entière d'un nombre. Et la partie entière de ce nombre, je crois que vous le devinez, c'est 3. La réponse, ça sera 3. On va essayer de printer tout ça. Donc voilà, je vais mettre H. Je vais mettre G. Je vais mettre F. On va essayer de compiler rapidement. Mais pendant que ça compile, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que une variable, c'est très important de savoir que une variable de type str, ça veut dire une chaîne de caractères, ne peut pas être additionnée à un nombre entier, à condition que ce nombre entier soit à l'intérieur d'une chaîne de caractères, donc que ça ne soit plus de type int, mais de type str. Mais par contre, un int peut être additionné à un float. Pourquoi? Parce que c'est de même nature. Ok? Ce sont tous de type numérique. Un entier et un float peut être additionnés, mais un float et un string ou un int et un string ne peut pas être additionnés parce que ça ne fait pas partie du même type en fait. Voilà, nous avons la réponse ici. Nous avons 3, nous avons 2, nous avons 3.5. Et les trois parties importantes de notre leçon. Voilà.
Nous allons partir encore définir un autre petit point. Nous allons parler des opérations de comparaison. Alors, carrément, je peux passer à un autre point. Opération, il faut le mettre en commentaire. Opération de comparaison. Opération de comparaison. Par opération de comparaison, nous avons l'égalité, nous avons la différence, nous avons la supériorité, voilà, non, ça c'est l'infériorité, nous avons inférieur ou égal, nous avons supérieur ou égal. Voilà, c'est un peu les opérateurs de comparaison qui vont vous aider un peu plus dans l'autre leçon qui va venir de les employer et de savoir les utiliser. Nous avons les opérateurs logiques comme opérateur logique. Nous avons le true, nous avons le false. Par exemple, Y, non, pourquoi toujours Y? Prénom W égale true pour dire vrai. Z égale false. Oui, c'est important de connaître ça, mais ce sont des opérateurs logiques. Et de préférence, pour parvenir à bien comprendre ça et assimiler ça, il faut d'abord commencer par apprendre d'autres leçons. Voilà pourquoi on va juste vous laisser à ce niveau ici et vous allez comprendre ça dans les leçons qui vont précéder, qui vont suivre plutôt. Voilà, nous allons parler d'un autre concept qu'on appelle la fonction input. Qu'est-ce qu'une fonction input? La fonction input, c'est la fonction qui est là pour transmettre, pour dialoguer harmonieusement avec une personne à partir d'un code bien précis à l'extérieur. Donc cette fonction demande à l'utilisateur d'entrer une donnée qui va servir de valeur affectée à une variable. Par défaut, c'est très important de savoir que quand vous utilisez la fonction input, que fait la fonction input? La fonction input est là, la valeur que vous lui assignez en premier est considérée automatiquement comme un string. Nous allons prendre un exemple rapidement. Voilà, pour prendre un exemple, je vais essayer d'annuler tous les points que j'ai eu là-bas. Okay. Je peux par exemple prendre A égale input. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Deux points, le nom de la personne. Ok? Alors on va automatiquement compiler ça pour voir que fait la fonction input. En quelques mots. Voilà, ça arrive. Voilà, je n'avais pas supprimé. Bon, nous sommes à ce niveau. Donc on vous demande votre nom. J'écris mon nom, je m'appelle Jemima. Voilà. Et voilà. Ça enregistre dans la variable A la valeur que vous lui avez assignée, qui est Jemima. Donc, cette fonction
est très avantageuse. Pourquoi? Parce qu'elle demande à l'utilisateur d'entrer une donnée qui va servir de valeur affectée à une variable. Voilà. Pour essayer de faire un peu plus court, on va essayer de mettre un autre nombre à ce niveau qui est, on va pas dire quel est, on va directement mettre un nombre, écrire, voilà, écrire un premier nombre. Un premier nombre. Pour bien compiler, je vois qu'il y avait un print quelque part, je vais effacer, voilà. On va compiler le code rapidement. Je prends par exemple 53, 52, c'est un nombre. Quand je vais, prenons 5, c'est un nombre. Quand je vais, voilà, qu'est-ce qu'il vient de faire? C'est qu'il vient de mettre, d'assigner 5 dans la variable A. Mais attention, le 5 qu'on vient d'assigner ici, ce n'est pas une valeur de type int, mais plutôt une valeur de type string. Mais comment on fait pour faire sortir une valeur de type string en une valeur de type int? Voilà pourquoi à ce niveau ici, on va faire ceci. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. À ce niveau ici, je vais couper. Et je vais mettre int. À l'intérieur, je fais ça. Du coup, ça va assigner la valeur que vous allez écrire à l'intérieur en int automatiquement. Donc si vous voulez assigner en float, c'est simple, vous n'avez qu'à écrire à ce niveau ici, float. Ok? Voilà. Alors, une dernière leçon à apprendre, juste avant de passer à l'exemple, c'est de savoir comment on peut sortir d'une variable de type int vers une variable d'un autre type. Donc on va parler ici de la conversion des types, la conversion des types de variables. Voilà. En parlant de conversion des types de variables, nous allons parler d'une première façon de faire une conversion, c'est de convertir un int en string, donc de convertir un entier en chaîne de caractères. Nous allons prendre un nombre, on va prendre un exemple, on va faire i égale à 3, ok, je vais faire str de i. Automatiquement, la valeur qui était 3 n'est plus 3, mais ça sera une chaîne de caractères. Pour plus de preuves, nous allons faire un print, ok, à l'intérieur nous allons mettre type, qu'on avait étudié il n'y a pas longtemps, et on va mettre i à l'intérieur pour voir quelle est la valeur de la variable i. Rapidement, c'est un peu lent.
C'est un peu lent. Patientez. Oh là là, j'avais pas enlevé. Oh. Ok, la classe que nous avons, c'est une classe X. Pour bien voir notre exemple, on va essayer d'enlever ce qu'on avait fait là. Voilà. Je vais mettre carrément en commentaire. Voilà. Je vais mettre en commentaire. Voilà. On peut changer un entier en chaîne de caractères. On peut changer un entier en float, par exemple. Un entier qui est là. Donc, j'avais fait d'abord str de i. Ok. Maintenant, je vais faire un float de i. On peut changer un entier en chaîne de caractères. On peut changer un entier en float, comme je viens de le montrer. On peut changer un entier en chaîne de caractères, un entier en décimal, en float en anglais. Ça devient pareil aussi quand on veut changer un float en entier, quand on veut changer un float en chaîne de caractères. Donc, on peut changer aussi un, par exemple, m, c'est pas une variable qui vient d'être, qui a été utilisée, n égale 5,9, ok. Qu'est-ce que je fais? Je prends 5,9, je fais un str, à l'intérieur je mets m, automatiquement il vient d'être changé en chaîne de caractères. Et je fais int, en parenthèse je mets m, automatiquement il vient d'être changé en entier. Et quand il est changé en entier, il prend la valeur 5 au lieu de prendre la valeur 5.9, parce que dans le cas contraire, ce n'est plus un entier mais un chiffre décimal. Voilà. Donc, quand on veut changer un type float, donc un type décimal en entier, on va tronquer. Donc, on va prendre la partie entière et oublier la partie décimale. Ça, c'est un peu le danger de convertir un entier plutôt un décimal en entier. On peut, mais quand on convertit un décimal en chaîne de caractères, on le prend en entier. Voilà. Mais peut-on changer un chaîne de caractères en entier? Oui, pour des cas bien spécifiques et non pour d'autres cas. Voilà, nous allons passer à un exemple très simple. Nous allons prendre un string n égale 45, 54 par exemple. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je fais int n. Ok? Je fais print carrément. Je vais essayer de faire print en parenthèse. Je mets ça. Ah. Ou carrément je fais simple. Je mets ça ici et puis je fais type de n. Quand on va compiler, voilà.
il est changé en str. Il est changé en str. Et quand je fais float, je sais pas s'il va passer, parce que j'ai vu une erreur quelque part. J'espère qu'il va passer. Ok, on va voir ça. Quand je mets float, voilà. Tu vas essayer d'écouter cette partie, hein. Donc, quand on commence à parler de la variable int, est-ce qu'on peut convertir un string plutôt, donc un chaîne de caractères en int ou un chaîne de caractères en float? C'est carrément impossible. Parce que quand tu fais les essais de chaîne de caractères en int, de chaîne de caractères en float, la variable garde toujours son type dominant qui est le string. Ok. Donc c'est impossible de changer le string en chaîne de caractères. Voilà, nous l'avons vu. Et automatiquement, nous allons passer à la partie exercice qui sera présentée par Albert Ondemiringue. Merci Jemima. Nous allons maintenant faire une petite démonstration par rapport au monde des variables en Python. Nous allons écrire notre premier programme en Python. Un programme qui demande à l'utilisateur de taper deux nombres et qui affiche successivement les résultats de leur addition, soustraction, division, multiplication, le reste de la division du premier nombre par le deuxième et les résultats de la division entière. Donc, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure et je peux directement aller vers mon mon éditeur. Je vais basculer pour retrouver mon éditeur. Voilà. Ici, je suis dans un dossier que j'ai nommé voilà variable. Je vais directement là-dedans et créer un fichier. Ici, je vais créer un fichier que je vais nommer test variable .py, c'est-à-dire .python. C'est ça l'extension des fichiers Python. Voilà, qu'est-ce que nous allons écrire ici? Commençons par demander notre premier nombre. Je peux directement mettre quelque chose dès le départ. Print, j'écris directement ici notre premier programme. Voilà, notre premier programme en Python. Juste un titre. C'est juste un titre. Ceci n'est rien d'autre qu'un titre. Voilà. Voilà.
Voilà. Bon, ce n'est rien d'autre qu'un titre que nous allons ajouter. Alors, j'écris directement ici, premier nombre. Je nomme cette variable nombre 1 égale int input. Input, j'écris taper les premiers nombres. Je vais directement ici. Nombre 2, c'est ça la deuxième variable. Int input. Voilà, j'écris taper les seconds nombres. Les seconds nombres, je mets ici des points. Et ici, directement, je peux commencer mes variables de résultats, où on stocke les résultats. La première variable, je vais appeler ça addition, égale nombre 1 plus nombre 2. Je prends ici différence. Ah, non, pas d'accent parce que les accents sont considérés comme des caractères spéciaux en Python. On ne peut pas utiliser les accents pour nommer les variables. Donc, différence égale nombre 1 moins nombre 2. Je passe ici division égale nombre 1 divisé par nombre 2. Et ici, je prends multiplication. Directement multiplication égale nombre 1 multiplié par nombre 2. Voilà. Et il reste encore quoi? Division entière. J'écris ici division entière égale nombre 1. Voilà, division entière, ce sont les deux barres là. Nombre 2 divisé par nombre 2. Je quitte celui-là, je prends reste division entière. Ma variable est longue, mais comprenez que c'est pour qu'on comprenne directement ce qu'elle contient. Reste division entière ici, ça me donne nombre 1 modulo nombre 2. Voilà, maintenant je vais taper ici mes fonctions d'affichage. Je vais taper mes fonctions d'affichage. La première fonction, c'est donc disons la fonction d'affichage c'est print. Voilà, print, qu'est-ce que nous allons afficher directement là-bas? Ici, on affiche, qu'est-ce que nous allons afficher? On affiche la somme égale, je mets virgule, je mets ici addition. Je reprends l'autre, je prends print. Donc, je peux faire monter ceci. J'ai pris print. Voilà, je mets parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut écrire? La différence égale virgule. Je place différence. Je prends ici print la division. La division égale virgule. Je mets ici division. Voilà, je continue print. Je récupère ceci. Je dis la multiplication. Voilà, la multiplication égale, j'écris multiplication et ici print la division.
c'est ça, la division entière égale virgule division entière. Et je continue, je reprends la même chose pour récupérer le reste de la division. Donc, c'est quoi le reste de la division entière égale, ici, je récupère et j'écris quoi? Reste division entière. Voilà. Si j'exécute ce code, ça va directement nous afficher une console. Où est-ce que je vais l'exécuter? Je cherche mon terminal, new terminal, et ici, je vais directement taper quelque chose. Comment on va exécuter notre code? Ici, nous sommes déjà dans notre dossier Python. Donc, j'écris Python, je tape le nom de ma variable, de mon fichier test variable, sans oublier son extension, et j'exécute. Directement, vous voyez ce qu'on m'affiche ici. Tapez les premiers nombres. Voilà les titres que j'avais mis là-bas. J'ai mis beaucoup de choses. Tapez les premiers nombres. Je peux taper ici 89. Le deuxième nombre, mettons 40. Et directement, ça m'affiche quoi? Ça m'affiche ici la somme. Ça m'affiche la différence. Donc, ça m'affiche la division. Division tout court. Donc, 89 divisé par 40, ça me donne 2,225. Alors, la multiplication, c'est 3560. La division, c'est la division entière, c'est 2, et le reste de la division entière, c'est 9. Donc, si vous regardez la division ici, c'est 2,225. 2,225. Donc, les 0,225 représente les 9 divisé par 40, qui est le reste de la division. Les 2, c'est ça la division entière. Les résultats de la division entière. Voilà notre programme. Il y a plusieurs manières de taper ceci. Ça, c'est ce que moi j'ai choisi de vous montrer. Mais ceci, ça peut s'écrire aussi autrement. Je peux, par exemple, c'est un bonus au fait. Je peux mettre tout ceci en commentaire. En commentaire, je peux mettre tout ceci en commentaire de telle sorte que ici, là où on écrit addition, je tape directement les calculs à partir d'ici. Je peux écrire nombre 1 plus nombre 2. Je peux enlever donc la différence. Ici, j'écris nombre 1 plus nombre 2. Non, ici c'est moins. C'est la différence. Donc, ici, je prends nombre 1 divisé par nombre 2. Voilà. Donc, je peux l'écrire directement dans cette fonction, même si ce n'est pas ce que nous allons commencer à utiliser. Nombre 1 multiplié par nombre 2. Et ici, nombre 1, division entière, nombre 2. Ici, nombre 1 modulo, modulo nombre 2. Voilà, ceci va m'afficher les mêmes résultats. Et donc, ce que j'ai mis en commentaire, comprenez que ça ne fait pas partie du code. Je peux même enlever ça. Quand on met quelque chose en commentaire, il n'est pas concerné par le code. Quand on exécute notre code, il ne fonctionne pas. Et si on peut démettre la ligne une seule fois. Ici, je vais mettre aussi l'entrée à la ligne pour que nous puissions bien voir notre titre. Et donc, voilà. C'est comme ça que les choses marchent. J'exécute le même code. Donc, ici, je rappelle mon fichier. Donc, ce que j'avais tapé, je rappelle et ça me donne les mêmes résultats. Voilà notre titre. Je commence par toujours 49. Non, j'ai mal écrit 49. Excusez-moi. Je reprends la compilation. J'écris ici
89, j'écris 40 et ça m'affiche les mêmes résultats. Voilà. Ça m'affiche les mêmes résultats. Qu'est-ce que ça me donne ici? Nous avons 178, voilà, 2, ainsi de suite. C'est la même chose au fait. C'est la même chose au fait. Bon, félicitons-nous nous-mêmes. Ici, on va écrire, on affiche juste un programme qui nous dit notre programme. Voilà, qu'est-ce qu'on va écrire dedans? Bravo. Notre, votre programme est bien fait. Voilà. Je peux mettre une entrée à la ligne pour nous laisser de l'espace. Voilà. Donc, si je réexécute la même chose, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Ici, ça me donne quoi? 89. Tapons d'autres nombres. Mettons 100. Et puis ici, je mets, au lieu de mettre le nombre, je mets par exemple le nombre pair. Je mets ici 5. Voilà. Qu'est-ce que ça me donne? La somme 295, la différence, 20.0, c'est la division. Ici, 500, c'est ça, la multiplication, 20, division entière. Et reste de la division, c'est 0, parce que 100 est divisible par 0 direct. Et par 5 directement, le reste, c'est toujours 0. Donc, vous voyez, c'est ça notre programme. Donc, ici, nous pouvons considérer que nous avons fini notre partie sur Python. Nous prendrons le temps de mettre ceci sur notre page GitHub, comme ça, ceux qui en ont besoin peuvent directement les prendre à partir de ce niveau-là. Donc, je vous ai dit ce que j'ai écrit entre parenthèses ici, directement dans la fonction. Il y avait moyen de l'écrire. Ce que vous avez vu avant, j'avais déclaré des variables où j'avais stocké les résultats. Donc ici, le résultat n'est pas stocké, on utilise juste pour afficher. Si je vais utiliser la somme, c'est pourquoi on demande toujours de mettre dans des variables. Si je vais réutiliser la somme, je dois toujours recommencer à écrire nombre 1 plus nombre 2, partout nombre 1 plus nombre, alors que si carrément j'avais déclaré ici, je reprends donc ce que j'avais montré au début, si j'avais carrément déclaré ici addition, comme variable qui stocke directement la somme, nombre 1 plus nombre 2, je prends ici différence, différence égale nombre 1 moins nombre 2, je prends ici division égale nombre 1 divisé par nombre 2, je prends une autre variable multiplication que je mets le résultat de la multiplication, nombre 1 multiplié par nombre 2, je prends ici division entière égale nombre 1 divisé par nombre 2. Et ici, je récupère reste division entière égale nombre 1 modulo nombre 2. Voilà. Donc, comme j'ai mis mes résultats dans des variables, je peux les réutiliser n'importe où quand j'en ai besoin. Là, je sais que le résultat, l'addition est dans une variable. Je peux utiliser ça n'importe où au lieu de chaque fois refaire les calculs. Au lieu de chaque fois refaire les calculs, là, je vais mettre addition. Donc, je rappelle l'addition qui est dans un nombre, dans une variable. Le résultat de l'addition qui est dans la variable addition. Je rappelle différence ici. Ici, je rappelle la division. Je rappelle ma variable multiplication. Je rappelle ici ma variable division entière. Voilà, division entière. Et ici,
Non, ici c'est la multiplication. Sorry, j'ai mal écrit. Là directement c'est la multiplication. Ici c'est la division entière et ici c'est le reste de la division. Donc ceci ne doit pas rester de la division entière. Dès que j'exécute mon programme, il fait la même chose. Voilà. Mon programme, taper un nombre, je mets ici 1000. Je mets combien? 500. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a. Et notre bravo est là. Bravo à nous-mêmes. Donc, c'est comme ça que nous allons continuer pour la suite. On va directement aller de l'autre côté. RD va présenter la même notion de variable en utilisant C#. Merci à vous tous. Bonjour à tous, je m'appelle Erzine Tombré, je suis Microsoft Student Partner et aujourd'hui, comme prévu, nous allons parler des variables. En fait, c'est quoi une variable? Une variable, c'est juste un conteneur qui nous permet de stocker des valeurs, des entiers, des chaînes de caractères et ainsi de suite. Et je vais donner un exemple un peu plus pragmatique de variable. Imaginez-vous, vous avez une étiquette où vous écrivez par exemple âge de Jérémy et vous y mettez 30. Et une autre étiquette où vous mettez âge de Yamine, vous y mettez 16. Mais comment vous voulez récupérer cette valeur? Vous n'avez qu'à récupérer l'étiquette de par exemple de Jérémy pour savoir qu'il y avait 30 dans l'étiquette de Jérémy et dans l'étiquette de Yamine, il n'y en avait que 16. Et alors, on peut changer des variables s'ils sont pareils. Nous verrons les types des variables. Aussi, on peut faire par exemple dans l'étiquette Jérémy, au lieu de 30, on peut mettre 16. Et donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les variables. Sans plus tarder, nous allons créer un nouveau projet console. Nous allons commencer avec des projets console pour essayer un peu de voir comment tout ça fonctionne. Nous allons appeler ça variable, variable. Voilà, nous créons notre projet. Voilà. Quand nous créons notre projet, il va nous enlever une palette, un écran, je veux dire, qui contient là où nous allons écrire notre code, qui est dans programme.cs, CS qui signifie C#. Et nous avons ici l'explorateur de fichiers où nous pourrons ajouter d'autres fichiers. Alors, quand nous essayons de compiler notre projet, essayons un peu, qu'est-ce qui se passe? Alors, il va nous afficher Hello World. Vous voyez? Tout simplement. Pourquoi il nous affiche Hello World? Alors, si vous regardez bien dans la main, dans la méthode principale qui se lance toujours dans tout le projet, elle s'appelle main et c'est la méthode par laquelle le programme commence. Et cette méthode main, qu'est-ce qu'on y a mis? On y a mis console writeLine et le root. Donc, on lui a dit affiche-moi dans la console et le root. Alors, je vais essayer un peu d'expliquer. Using system, ici, nous importons des packages qui se trouvent dans le système. Ce sont des packages vraiment très utilisés. Par exemple, console writeLine vient de là. Nous avons un namespace. Le namespace, c'est le nom de notre assembly. Alors, je ne vais pas trop donner des détails sur les assemblies. Nous verrons ça plus tard. Et puis, nous avons notre classe. La classe qui nous permet de créer notre code. La classe, elle s'appelle programme. À chaque fois que vous créez votre nouveau programme, vous remarquerez que vous aurez cette architecture. Et dans la static void main, la méthode principale, vous avez console writeLine. Console writeLine vient de système. On pouvait toutefois faire
système, vous voyez, système point console whiteline. Ça allait fonctionner, mais comme on a déjà using system, on a déjà importé les paquets de système, autant mieux n'est pas le mentionner. Alors, nous allons commencer avec les variables. Comme j'ai dit, les variables sont juste des endroits où nous stockons des valeurs. Alors, il y a plusieurs types de variables. Nous avons les variables char, le int, le décimal, le bool et les strings. Ce sont les variables les plus utilisées, malgré qu'il y a d'autres formes de variables. Mais ici, nous allons utiliser ces variables. Voilà. Essayons un peu de créer une variable. Comment créer une variable en C#? En C#, on crée une variable d'abord en lui donnant un type. Voilà. Ici, j'ai créé une variable de type int. C'est très différent de Python parce que Python, lui, tu peux déclarer une variable, tu dis myvar. Directement, c'est ma variable en Python, ça fonctionne. Mais par contre, comme on avait dit que C# est fortement typé, nous devons mettre les types de la variable que nous stockons dans notre variable. Et sans oublier le semi-colon, le point virgule. Vous voyez, j'ai créé une variable de type int. Int, c'est une suite de valeurs entières. myvar, c'est le nom de ma variable. Et 5, c'est la valeur que je viens de l'assigner. Et voilà, je peux créer un autre type, par exemple un string. Je crée un string que je vais appeler name, que je vais donner, sans oublier, quand vous créez une variable de type string, il faut jamais oublier les doubles quotes, parce que il comprend que dans ces doubles quotes, que c'est là où se trouve le nom de l'assignement, la valeur de votre variable. Je vais mettre RZ. Voilà, et sans oublier le semi-colon. Vous voyez, ici, on a créé deux types de variables. J'ai créé un char. Un char que je vais appeler, par exemple, je vais appeler caractère. Caractère qui est égal à... pour les chars, on ne met pas deux semi-colonnes, mais on met un seul. Et puis, le caractère comprend seulement... Le char comprend un seul caractère. Donc, vous ne pouvez pas mettre deux caractères. Par exemple, ici, j'essaie de faire caractère. Vous voyez, directement, il me souligne, il me dit impossible. Comment tu peux dire dans un char que tu veux mettre plusieurs caractères. Voilà. Pardon. Voilà, on avait mis ici. Voilà, on a créé la variable int, la string. Nous allons maintenant créer une décimale. Les décimales, ce sont les nombres à virgule, comme on les appelle les flottants en Python. Donc ici, c'est décimal. Décimale que je vais appeler valeur virgule. Et par exemple, la virgule est remplacée, en français, la virgule est remplacée par une virgule normale. Mais en Python, en C#, la virgule est remplacée par un point. Vous voyez, on peut mettre un point et sans oublier le D pour dire décimal. C'est ça. Hein. Voilà. Par exemple, vous voyez ici, j'ai mis un décimal. Alors, il faut jamais oublier de mettre
M à la fin d'un décimal. Pourquoi? C'est comme ça que ils ont conçu. Donc, je peux mettre 3 et puis je mets M. Pour lui signaler que c'est un décimal. Vous voyez? Allez, on vient de créer une décimale. On va maintenant créer un bool. Qu'est-ce qu'un bool? Très intéressant. Le bool, ce sont des booléens. Le booléen contient deux types de valeurs. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Les bools, c'est euh, vérité, par exemple. Vérité. Et puis, si je mets, par exemple, je fais de mon mieux. Vous voyez? Il dit non, comment est-ce que tu peux déclarer un bool, mais donc il faut toujours mettre true ou par exemple ou false. False qui veut dire faux. Oh, pardon, trop rapide. False. Donc vérité, je vais mettre vérité 1. Voilà, vous voyez? On a créé une variable de type int qui contient les nombres entiers jusque, si je me rappelle bien, les nombres entiers vont jusque, c'est quand même des grands nombres, hein. Ils vont jusque très loin, très loin. Vous allez découvrir les entiers. Le char, on utilise toujours les, pas les accolades, bon, les simples codes. Les boules, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé avec le string? Voilà, on a essayé, on a créé des variables de chaque type. Et vous voyez, si vous remarquez bien, vous voyez que ma variable est soulignée en vert. Ce n'est pas une erreur en fait. Il me dit, ma variable n'est pas utilisée. Alors, on va essayer un peu d'afficher ces variables à l'écran. Alors, on va faire console write_line. On va afficher myvar. myvar. Alors, on va faire on va CTRL V. Ici, on va afficher name. Ici, on va afficher character. Ici, on va afficher... oh, je n'avais pas bien écrit. Valeur virgule. Pardon. Virgule. Voilà. Alors, ici, on va afficher... comme je vous avais dit, console write_line permet d'afficher à l'écran. On va mettre valeur virgule. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Valeur virgule. Alors, write_line, j'ai oublié un E. Ici, on va afficher vérité. Et ici, on va afficher vérité 1. Vérité 1. Donc, le dernier ne nous sert à rien. Vous voyez, console write_line nous permet d'afficher des caractères. Ah, c'est vrai, j'ai oublié un. Ici, on va afficher caractère. Voilà. Vous voyez, directement, les lignes vertes ont disparu. Pourquoi? Parce que ces variables ont été utilisées. Donc, si vous remarquez que dans votre code C#, vous avez des lignes vertes, c'est-à-dire que vos variables n'ont pas encore été utilisées. Et on va un peu voir ce que ça va donner. J'espère que ça va donner. Hein. Voilà. Vous voyez, 5, RZ, C, 23.4, true et false. Donc, c'est un peu comme ça qu'on affiche, qu'on crée des variables en C#. Mais j'aimerais bien vous parler un peu de console write_line. Console write_line, si je veux afficher par exemple 5, je n'ai qu'à mettre 5. Normal, ça va fonctionner. Regardez un peu. Console write_line, il nous affiche 5. Mais
imaginez-vous que je vais afficher true. Ça va aussi afficher normal. Ça fonctionne correctement. Mais imaginez-vous que je vais afficher une chaîne de caractères. Je vais afficher par exemple, je fais des tests avec, avec des variables. Vous voyez, il est en train de crier. Oh, vous voyez, il est en train de crier. Le rouge là, il me dit syntax error. Il dit syntax error. Expect double quote. The name fait doesn't exist on current count. Donc, ce que vous n'avez qu'à faire, c'est toujours mettre les chaînes de caractères en double quote. Ouais. Une fois que j'ai les mis en double quote, comme ça, oh, ils ont disparu. Donc, je recommence. J'ai fait des tests sur les variables. Vous voyez, directement, il arrête d'écrire. Et quand on essaie d'exécuter, automatiquement, ça passe correctement. Pour les autres, je pense que ça fonctionne correctement. On peut essayer avec un bool. Je peux mettre 48.6, mais sans oublier M. M nous permet de spécifier que ce sont des nombres virgules. Vous voyez, il nous affiche. Mais le M ne va pas s'afficher. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas couvert sur les variables? On dit les variables permettent de stocker des données. Il y a des valeurs littérales qui permettent d'échanger et tout ça. Donc, il y a plusieurs sortes de variables. Mais les variables, au fait, sont juste quelque chose qui nous permet de stocker. Ils nous permettent de stocker. Et en oubliant, en passant, je voulais aussi vous montrer, juste avant de finir, qu'on pouvait déclarer une variable. Vous voyez, je vous ai dit qu'on pouvait déclarer une variable int de cette façon. Int variable est égal à 5. Mais il y a une façon de déclarer une variable euh, d'une façon un peu plus pragmatique. Par exemple, nous voulons déclarer une variable, mais on ne sait pas ce qui se trouvera dans cette variable. Alors, c'est ce qui nous permet, il y a le mot-clé var. Regardez bien, ça a fonctionné. Même si je mets une chaîne de caractères, oh, pardon, je peux dire utilisation de var. Vous voyez, automatiquement, var prend en mesure. Maintenant, on ne peut pas réutiliser, on ne peut pas créer une variable comme ça. Par exemple, je dis var variable. Et puis j'ai fait point virgule. Non, non, c'est impossible. Donc, il faut toujours assigner quand on déclare avec var. Donc, c'est un peu ça que vous devez découvrir sur les variables. Ils sont très importants. Et il y a aussi des variables locales dont on va en parler prochainement. Les variables locales et les variables, les méthodes et tout ça. Aujourd'hui, vu on a parlé des variables, j'ai fait de mon mieux pour ceux qui n'ont pas pu faire avec moi, je vais mettre le projet sur GitHub. Genre, je vais mettre ça dans un repo. Sur GitHub, sur mon Erdine Tombé. Et donc, pour tous ceux qui... Bon, je peux le faire tout de suite.
J'ajoute du GitHub. Comme ça, vous pouvez directement cloner ces publiage to GitHub. Vous voyez, Visual Studio est vraiment complet. Je peux publier directement sur GitHub ou bien sur Azure DevOps et bien d'autres. Et donc sur Absinthe variable, mais on va pas appeler variable, que j'appelle ça apprentissage des va. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi écrit? Ah non, non. De variables en C, en C Sharp. Part 1. Donc, on va donner une petite description. Bon, il veut pas me donner une description. Je ne vais pas mettre ça privé et puis je publie. Donc, si vous avez besoin de ce code, vous pouvez directement aller sur GitHub pour voilà. Correct and successful. Donc, si vous avez besoin de ce code, essayez un peu de comprendre. Vous n'avez qu'à aller chercher sur GitHub. Merci beaucoup et je crois que c'est tout ce que moi je pouvais parler sous les variables en C#. Calm before the storm, gold and diamonds.